Je vous laisse. Donc, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau cycle de conférences. Aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir Gaëlle Lafage, qui est donc docteur en histoire de l'art, qui est aujourd'hui chercheuse au centre André Chastel et qui a fait une thèse donc sur Charles Le Brun. Donc je crois qu'elle est tout à fait habilitée à nous parler des grands décors de Charles Le Brun. Et pourquoi nous parlons de Le Brun à la mairie du 5e arrondissement? Tout simplement parce que... Ah, merci beaucoup. Tout simplement parce que Charles Le Brun donc, est inhumé, pas très loin d'ici, dans l'église Saint-Nicolas du Chardonnet, qu'un tableau de Charles Le Brun y est présent. Donc un tableau sur le martyre de Saint-Jean, et puis qu'il a été aussi le premier directeur de la Manufacture des Gobelins, qui est un bâtiment très proche de chez nous. Donc voilà, je vous laisse la parole. Alors, j'espère que vous allez bien m'entendre. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à présenter ici une partie de mes recherches donc de doctorat. Alors, je vais lancer le PowerPoint. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des décors de fêtes et de cérémonies de Charles Le Brun. Donc, d'œuvres un petit peu particulières, peut-être par rapport à ce dont on a l'habitude d'évoquer en conférence, puisque la particularité de ces décors de fêtes et de cérémonies de Charles Le Brun, c'est qu'évidemment ce sont que des œuvres disparues. Donc je vous rassure, vous allez quand même avoir des images, parce que ces œuvres ont été immortalisées par des estampes notamment. Donc c'est un panorama dans les décors de fêtes et de cérémonies que je vous propose aujourd'hui. Très longtemps, ces décors de fête sont restés mal connus, voire ignorés, justement parce que c'était des décors éphémères, donc on en avait très peu de traces. Mais on se rend compte, en étudiant plus attentivement les sources, que finalement, on peut avoir une idée assez précise de ce à quoi ressemblaient ces décors. On connaît très bien Le Brun en tant que décorateur de Versailles, peintre de Louis XIV, mais on sait par des sources anciennes, notamment une lettre de Leibniz, qu'il était connu à l'époque déjà, réputé pour ses réalisations de décors de fêtes et de cérémonies. Contrairement à certaines idées reçues, Le Brun n'a pas été le décorateur des fêtes de Louis XIV. Il n'a jamais travaillé pour l'institution qui s'appelait les Menus Plaisirs du Roi, qui s'occupait des fêtes et des cérémonies et des spectacles pour le roi. Mais en tant que premier peintre, et comme c'était un peintre extrêmement important, il a été amené à décorer des événements. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de revenir sur les circonstances aussi qui l'ont conduit de façon assez exceptionnelle à décorer des fêtes pour Louis XIV. Ces décors sont d'une grande variété. Il a participé, on va le voir, à la fois à une entrée royale. Alors, je crois que je vous ai mis la liste ici, voilà. Donc, c'est un corpus assez resserré, finalement, de fêtes auxquelles il a participé. Donc, une entrée royale... une fête à Vaux-le-Vicomte chez Fouquet, plusieurs réceptions à la Manufacture des Gobelins, ainsi que des décors pour la fête Dieu, le baptême du dauphin, une pompe funèbre, un feu d'artifice, et enfin une action de grâce. Donc vous voyez que finalement, les talents de Le Brun ont été demandés pour un nombre, pour une grande variété. Alors je ne sais même pas si vous voyez très bien sur l'écran, mais une très grande variété d'œuvres. La particularité aussi de Le Brun dans le domaine des fêtes et cérémonies, c'est d'avoir lui-même ordonné des fêtes.
Donc parmi les fêtes que j'ai énumérées tout à l'heure, vous avez les fêtes qui ont été commandées à Lebrun par le roi ou des ministres, donc qui sont l'entrée du roi, la réception à veau, la réception au Gobelin, le baptême du dauphin, le feu d'artifice sur le Grand Canal et une autre réception à Sceaux chez Colbert. Mais Lebrun, en tant que directeur à la fois de la Manufacture royale des Gobelins et de l'Académie royale de peinture et sculpture, a lui-même ordonné des fêtes dans ces deux institutions. Et ça, c'est vraiment un cas assez exceptionnel et on n'a pas, à ma connaissance, dans l'histoire de l'art, d'équivalent. Donc je vais commencer d'abord par vous présenter les fêtes et cérémonies qui ont été commandées à Lebrun. Donc à chaque fois, je suis un ordre chronologique, mais vous allez voir que, comme j'ai divisé en deux parties, entre les deux parties, ça va quelque peu se recouper. Donc les fêtes commandées à Lebrun vont nous permettre de voir les circonstances qui ont conduit des commanditaires à demander à Lebrun des décors éphémères, alors que ce n'était pas ses fonctions. Et la seconde partie, on va voir pour quelles circonstances particulières Lebrun a décidé lui-même d'ordonner des fêtes dans les deux institutions qu'il a dirigées. Ce qui est intéressant aussi en étudiant ces décors de fêtes et de cérémonies de Lebrun, c'est qu'on arrive à suivre son parcours. Depuis l'année 1660, où Lebrun ne travaille pas encore pour Louis XIV, jusqu'à la fin de sa carrière, donc 1687. Donc en fait, ça couvre les 30 années, on va dire, les plus riches et les plus glorieuses de la vie de Lebrun et de l'art de Lebrun. Donc en 1660, la ville de Paris, à la demande du roi, a organisé une très grande fête pour le retour à Paris de Louis XIV avec sa jeune épouse Marie-Thérèse. La fête a eu lieu le 26 août et était répartie dans toute la ville, où on avait construit plusieurs arcs de triomphe éphémères qui formaient un parcours suivant le cortège en fait, du roi et de la cour. Lebrun a eu donc la commande d'un des arcs de triomphe qui était le dernier du parcours et qui se situait place Dauphine. Alors je ne sais pas si vous arrivez à reconnaître la place qui est plus aussi régulière aujourd'hui. Et la place Dauphine donc avait été complètement métamorphosée pour l'occasion. Donc c'est la ville de Paris qui était commanditaire de cette entrée royale, mais on sait que c'est le roi et son entourage qui ont donné leur avis et des recommandations au prévôt des marchands de la ville de Paris. Et le chancelier Séguier, donc l'équivalent du ministre de la Justice aujourd'hui, qu'on connaît très bien par ce grand portrait du Louvre exécuté par Charles Lebrun, était le protecteur de Lebrun, faisait partie du conseil du roi et a joué un rôle important dans l'organisation de l'entrée royale. Donc certainement, Lebrun a eu cette commande grâce au chancelier Séguier, puisque Lebrun travaillait à ce moment-là pour Fouquet et pas encore pour le roi. Et Séguier a obtenu pour son protégé, qu'il avait envoyé à Rome pour ses études, certainement la commande de cet arc de triomphe qui était le plus important de l'entrée royale. On sait que ce portrait, d'ailleurs, du chancelier Séguier représente le chancelier au moment de l'entrée du roi, parce qu'on a des comptes, en fait, conservés pour la commande des habits pour le chancelier. Donc on est sûr que ce tableau, en fait, est un souvenir du chancelier Séguier défilant à la suite du roi pour l'entrée de 1660. Peut-être même que Lebrun l'a réalisé comme une sorte de remerciement à Séguier pour l'obtention de cette commande. Donc pour revenir au décor qui avait été commandé à Lebrun, on sait que Lebrun devait fournir un dessin pour cet arc de triomphe et que plusieurs peintres, 5 exactement, étaient chargés de l'exécution
de cet arc qui, vous voyez, était vraiment monumental puisqu'il dépassait largement les maisons et que les comptes rendus du temps estiment donc ses dimensions à peu près 32 mètres 50. Donc c'était vraiment une structure monumentale qui était faite en bois. Donc c'était une charpente en bois sur lesquelles on avait tendu des toiles peintes par 5 artistes. Donc c'était pas Lebrun lui-même qui peignait le décor, mais il donnait un dessin extrêmement précis et les artistes étaient chargés de l'exécuter. Un espèce d'amphithéâtre avait été construit devant, donnant en fait une allure d'amphithéâtre, enfin à l'antique, à cette entrée. Donc on a d'autres estampes qui montrent un peu plus en détail ce décor. Donc à gauche, une estampe contemporaine. Et à droite, ici, un dessin aquarellé postérieur, mais qui vous donne un peu une idée de la richesse, finalement, de ce décor, qui devait imiter le marbre, le porphyre, l'or, donc tous les matériaux les plus précieux. Et grâce à alors je vais passer un peu sur certains détails, grâce à des descriptions précises du temps, en fait, on a les informations sur toutes les allégories qui couvraient cet arc. Vous voyez qu'il n'est pas une simple architecture, mais qui fourmille de personnages. Donc l'idée de ce décor, c'était de montrer que la réunion des contraires avait abouti à la paix, puisqu'on célébrait l'union de Louis XIV avec l'infante d'Espagne Marie-Thérèse, suite à la signature du traité des Pyrénées. Et donc cet arc de triomphe devait montrer cette alliance qui ramenait la paix en France. Donc les 4 figures que vous voyez en bas représentaient les 4 éléments qui étaient associés donc, avec leurs contraires. Donc vous aviez l'eau, le feu d'un côté, et de l'autre côté l'air et la terre. Et des petits médaillons, alors que vous avez du mal à percevoir ici, mais que vous avez ici, sous forme de devise, montraient en fait l'alliance des 2 nations. C'est un modèle que Lebrun avait certainement volé à Rubens et qui est connu ici par une estampe aussi pour une entrée à Anvers, mais bien plus tôt en 1635. Et c'est un modèle aussi que Lebrun, à la même période, va reproduire à Vaux-le-Vicomte. Donc en fait, dans le grand salon de Vaux, on a une série comme ça de figures en termes qui représentent les mois de l'année et que voilà, Lebrun finalement a repris à la fois pour un décor pérenne et éphémère. Donc on voit qu'il y a assez peu de différence chez Lebrun entre décor pérenne et éphémère. Au centre de l'Arc de Triomphe était tendue une grande tapisserie feinte, donc que vous voyez ici, et qui montrait, alors je crois que c'est l'amour sur son guidant, sur son char, le roi et la reine, qui était tiré par le coq français, le lion espagnol, avec d'un côté, je vais essayer de ne pas me tromper d'allégorie, la Concorde chassant, je crois, la guerre, et de l'autre côté, la paix ramenant les arts et l'abondance. De chaque côté de cette tapisserie, donc c'était des décors extrêmement recherchés. Celui-ci avait été pensé par un jésuite, c'était souvent les jésuites qui donnaient les programmes des fêtes royales. Enfin, pas des fêtes royales, des programmes, pardon, de fêtes. Donc, 2 allégories qui symbolisaient en fait les 2 reines, Marie-Thérèse et Anne d'Autriche. Donc, à gauche, une figure de la piété symbolisant Anne d'Autriche, et à droite, une figure de la douceur que vous voyez ici tenant un agneau pour Marie-Thérèse.
Ah, pardon. Alors là, vous avez un détail un peu plus de cette tapisserie. Au-dessus de la tapisserie, dans le fronton, cette figure, on a du mal à le croire, mais je ne l'invente pas, c'est dans les descriptions, représentait Mazarin sous forme d'un atlas, donc soutenant le globe fleur-de-lysée couronné, puisque il était le principal acteur de l'union, on va dire, entre Louis XIV et Marie-Thérèse. C'est lui qui avait grandement participé à la signature du traité des Pyrénées. Et il était entouré des génies de la France et de l'Espagne, avec derrière tout un tas de trophées d'armes, etc. Et surmonté par une allégorie de la victoire. Et, oh pardon, j'ai fait quelque chose qui n'allait pas. Et au-dessus, alors oui, là j'ai fait un rapprochement parce que à la même période, Lebrun donc, est en train de concevoir le plafond qui devait être peint et finalement qui n'a jamais été peint du salon ovale de Vaux-le-Vicomte. Et on voit qu'il reprend un peu la même disposition avec trois grandes figures entourant ici un globe au centre. Et donc il y a vraiment ce jeu de parallèle entre les deux décors qui sont faits à même moment, Vaux-le-Vicomte et l'Arc de Triomphe de l'entrée royale. Même si le sujet était différent, la forme en fait est vraiment reprise de l'un à l'autre. Et enfin, au sommet de l'arc, deux bas-reliefs fins relevés d'or représentaient en bas le génie de la France tenant un bouclier où figurait le portrait de la reine et qui fait fuir Bellone, ici la guerre, donc ici vous avez le génie de la France, et en haut, la France à genoux qui reçoit des mains de la reine-mère un jeune enfant que la providence divine vient de lui apporter, ce qui rappelle en fait la naissance presque miraculeuse de Louis XIV. Et enfin, au sommet, la figure ailée qui est assise sur un globe et une figure de la gloire éternelle. Donc, cette figure, cette architecture d'arc-obélisque est assez exceptionnelle pour cette époque. On voit que Lebrun a conçu une architecture extrêmement foisonnante qui correspond très bien à ses décors de fête. C'est une forme qui va particulièrement affectionner et vous allez voir qu'il va reprendre et transformer pour d'autres décors. Cette fête est assez intéressante puisqu'elle montre déjà les caractéristiques du style de Lebrun, extrêmement riche, et aussi ça annonce en quelque sorte l'arrivée de Lebrun auprès de Louis XIV et à la célébration de la gloire du roi. On voit que déjà là Lebrun maîtrise parfaitement le langage allégorique et la manière de l'ordonner pour plaire au roi. Donc il y avait toute une symbolique aussi assez importante sur laquelle je ne peux pas revenir, mais de l'Arc de Triomphe, donc place Dauphine, qui laissait entrevoir, vous voyez ici, la statue d'Henri IV. Et donc ça mettait Louis XIV en fait dans la continuité de son grand-père Henri IV, qui avait lui aussi ramené la paix en France. Le décor suivant, auquel, alors je vais vraiment passer rapidement. Lebrun participe, c'est le décor de la fameuse fête de Vaux, donc la fatale fête comme on l'a appelée, puisque Lebrun, comme vous l'avez vu à l'instant, travaillait à Vaux-le-Vicomte dans ces années-là au décor de la demeure du surintendant des finances de Louis XIV, donc Nicolas Fouquet, et le roi demande donc à être reçu par son surintendant des finances pour voir sa demeure. Alors c'est pas la première fois d'ailleurs que Louis XIV venait à Vaux, mais c'est la première fête vraiment somptueuse. Et donc Fouquet va demander à Lebrun de participer au décor, certainement parce que les sources sont pas très claires, au décor de théâtre, puisque en fait, cette fête inaugure aussi un type de spectacle qui va avoir un grand succès, qui est la comédie-ballet.
et les fâcheux vont être pour la première fois représentés à Vaux-le-Vicomte, donc les fâcheux de Molière et Beauchamp pour la musique et la danse, avec des décors de Lebrun et de Lotto Torelli, un grand machiniste italien. Et Lebrun a certainement participé aussi à Vaux-le-Vicomte au feu d'artifice qui avait été tiré sur le canal de Vaud en bas et qui faisait apparaître une baleine crachant du feu avec des sculptures lumineuses qui étaient au-dessus de la grotte. Mais malheureusement, la chute de Fouquet quelques semaines plus tard a empêché que une relation qui était pourtant certainement prête soit publiée. Et donc voilà, on a très peu d'éléments sur cette fête de Vaud. Et là je passe assez rapidement. Donc le feu d'artifice était assez impressionnant puisque un premier jet de feu avait été fait au niveau du Grand Canal, et au moment où tout le monde pensait que c'était fini, donc la cour est retournée vers le château, et à ce moment-là le feu d'artifice a continué, mais à partir du dôme, et était jeté au-dessus de la tête de tous les invités, et donc ça a créé apparemment énormément de surprises, et même les chevaux de la reine, on sait par une relation de l'époque, ont eu tellement peur qu'ils se sont enfuis, ils sont tombés dans un fossé, ils sont morts. Donc voilà pour l'anecdote de la fête de Vaud. Mais c'est très compliqué de savoir ce que Lebrun a effectué comme décor pour cette fête. On sait en revanche qu'il a été présent, mais en tout cas sans avoir aucune image de ses réalisations. Entre-temps, donc, dès 1661, Lebrun est appelé à travailler pour le roi et devient presque en même temps, sans en avoir le titre officiel, premier peintre de Louis XIV. À ce moment-là, Colbert, avec Louis XIV, lui confie la direction de la manufacture des Gobelins. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de pub, il y a une exposition en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez vue, créée pour Louis XIV, qui est en fait l'occasion de célébrer à la fois la naissance de Colbert en 1619 et de Lebrun, ils sont nés la même année, et donc qui montre énormément de tapisseries, dont celle-ci que je vous présente dans l'exposition. Donc Lebrun dirigeant la manufacture des Gobelins, étant installé depuis, on va dire, les années 1663-64 dans la manufacture, le roi décide de venir visiter en grande pompe, parce qu'il était déjà venu plusieurs fois, la manufacture, et demande à son premier peintre, Lebrun, d'ordonner un décor, d'ordonner, oui, une réception fastueuse. La tapisserie que vous voyez ici, qui immortalise ce moment de la visite de Louis XIV, que vous avez ici au Gobelin, avec Lebrun qui est ici et qui lui présente donc les œuvres et les ouvrages qui sortent de la manufacture, et une tapisserie qui a été exécutée en 1672 seulement. Donc on n'a pas ici une vision réelle de la fête telle qu'elle s'est déroulée, c'est une recomposition qui met surtout en scène les principaux acteurs de cette manufacture qui sont les artistes et les artisans. Mais on a heureusement des récits, notamment dans les gazettes de l'époque, et puis quelques contes aussi qui nous renseignent sur cette réception et les décors qui avaient été ordonnés à cette occasion. On sait que le roi est arrivé donc au son des tambours, des tambours, des trompettes et des boîtes qui étaient ces sortes de petits canons, et que la porte d'entrée des Gobelins avait été transformée, le pavillon d'entrée de la cour avait été transformé en arc de triomphe, et c'est ce que vous avez percevé en fait ici, juste derrière. Vous avez là un grand tableau de Lebrun qui représente en fait le passage du Granique, celui que vous avez au Louvre, donc, qui fait partie du cycle d'Alexandre.
Et dans la cour, derrière, avait été disposée sur des gradins l'argenterie de Louis XIV et cette fameuse commande d'argent qui malheureusement a disparu parce que le roi l'a fait fondre pour financer ses guerres dès 1689-1690, mais qui était composée de 24 bassins d'argent, des vases, des brancards, des plaques d'argent, etc. Et que Lebrun avait fait disposer fastueusement dans la cour, qui devait donner une impression de luxe tout à fait incroyable. Et c'est certainement ce décor de la cour des Gobelins qui va donner l'idée à Colbert ou Louis XIV de à nouveau faire appel à Lebrun pour un événement beaucoup plus grand qui était, alors là je vous ai mis un détail ces fameuses pièces monumentales d'argenterie, qui était le baptême du dauphin. Le 24 mars 1668, Louis XIV décide, Louis XIV fait célébrer dans la cour du château de Saint-Germain-en-Laye le baptême de son fils, qui avait été simplement ondoyé à la naissance, et quelques années plus tard, je crois que c'est à peu près 6 ans plus tard, donc une grande fête est organisée, une grande cérémonie à cette occasion. Le roi et son administration, pensant qu'aucune chapelle du royaume était assez grande pour accueillir toute la cour et les invités étrangers, décident de célébrer dans la cour du château vieux de Saint-Germain-en-Laye. Donc, vous connaissez, aujourd'hui c'est le musée des Antiquités nationales, donc de célébrer cette cérémonie. Louis XIV avait lui-même été baptisé à Saint-Germain, mais juste avant la mort de son père, et donc sans faste. Et pour son fils, il a voulu organiser une cérémonie extraordinaire pour impressionner les puissances étrangères. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, la France était en guerre à la fois contre l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande et la Suède, qui avaient formé une alliance secrète. Et donc, cette cérémonie était une sorte de manifestation aussi de puissance, de magnificence du roi. C'était aussi l'occasion d'exposer pour la première fois publiquement sa grande commande d'argenterie qui avait été presque livrée au complet. Alors là, vous avez une autre estampe qui montre l'intérieur de la cour, entièrement métamorphosée. Donc en fait, des loges avaient été créées devant les façades pour accueillir les publics. On avait installé des gradins et puis un voile semé de fleurs de lys pour créer un ciel et protéger de la pluie. Et au fond, formant une sorte d'autel que vous voyez ici avec les colonnes, et je vous ai mis, alors voilà, la cour aujourd'hui, mais telle qu'elle était à peu près sous Louis XIV, l'architecture a très peu changé, et la manière dont elle avait été entièrement métamorphosée, alors il faut imaginer quand même des mois de travail, avec des artisans qui travaillent parfois jour et nuit pour réussir à finir à temps, avec parfois aussi les avaries, etc., ce décor somptueux. Et donc, au fond, cette espèce d'autel sur lequel on avait fait placer, sous forme de buffet, toute l'argenterie de Louis XIV, avec des bras de lumière, et donc il devait donner un effet incroyable, très étincelant. Vous avez ici une vue un peu plus détaillée, où vous voyez cet amoncellement d'argent, et qui a tellement impressionné les étrangers que l'ambassadeur de Venise dit dans une de ses lettres que c'est la plus belle cérémonie à laquelle il a assisté depuis de nombreuses années. Donc on voit que Louis XIV, là, avait sorti vraiment toutes les richesses de son garde-meuble pour impressionner la cour et les étrangers. Le dais qui avait été réalisé par Lebrun au-dessus du bassin qui était
donc à peu près ici, où se déroulait le baptême, est assez remarquable puisqu'on voit des dauphins soutenant la couronne, avec au-dessus un ange portant une épée et qui défend les armes de France. Donc toujours ce langage allégorique très riche et propre à Lebrun, où on voit des figures entièrement animer l'architecture et le décor. Et ça, c'est vraiment une constante que vous allez voir dans tous les décors conçus par Lebrun. Sur les côtés, on avait également des buffets, donc extrêmement riches, avec l'abondance des chandeliers qui devaient faire étinceler cette argenterie, qui quelques mois plus tard, donc dans des circonstances différentes, a été ressortie. Et là, je vous l'ai mis parce que ça donne un peu une idée des dimensions démesurées. En fait, on n'a pas du tout aujourd'hui la mesure de ces pièces d'argent qui étaient énormes. Vous voyez ici donc un des serviteurs et puis ces espèces de grandes buires, ces grands vases en argent qui avaient été disposés là dans les jardins de Versailles quelques mois après le baptême pour le grand divertissement. Donc cette fête a été un grand succès, mais Lebrun, comme je vous l'ai dit, n'est pas le décorateur des fêtes et cérémonies de Louis XIV, donc il va falloir attendre 6 ans et d'autres circonstances exceptionnelles pour qu'on fasse à nouveau appel à lui. Et c'est donc en 1674, pour les fêtes que Louis XIV veut organiser à Versailles, que Lebrun est à nouveau appelé, cette fois pour un décor bien différent, puisque c'est un décor de feux d'artifice qui devait se dérouler sur le Grand Canal. Les fêtes que Louis XIV organise l'été 1674 devaient célébrer la seconde conquête de la Franche-Comté. C'était aussi, et c'est pas un hasard si le Grand Canal a été choisi, une manière c'était une sorte d'inauguration du Grand Canal. Tout comme le baptême du dauphin était aussi prétexte à inaugurer cette commande de l'argenterie de Louis XIV, là, le Grand Canal est à peine terminé et Louis XIV ordonne que une partie des fêtes, donc les feux d'artifice, mettent en scène cette pièce d'eau monumentale. Donc la fête s'est étalée sur 2 mois de l'été 1674, répartie sur 6 journées, et Lebrun intervient la 5e journée, qui devait normalement clôturer en apothéose cette fête. On a seulement une estampe qui nous rappelle le décor de ce feu d'artifice, et qui est un peu problématique puisque l'estampe a été exécutée 2 ans plus tard. En fait, quand le roi et l'administration commandent un livre commémorant la fête, au départ, c'est uniquement une description écrite, et c'est seulement 2 ans plus tard qu'on va décider d'en faire un très beau livre et qu'on commande des gravures illustrant la fête. Donc malheureusement, cette estampe en fait donne une vue assez biaisée du décor et se repose essentiellement sur la description. Donc on a vraiment un travail un peu inversé. Souvent c'est les images qui servent à la description, là c'est l'inverse. Donc Lebrun avait disposé là je vous ai repris un plan de l'époque, son décor aux 4 angles de la pièce qui forme la tête du Grand Canal, avec ici 2 architectures éphémères qu'on ne voit pas sur l'estampe, avec des allégories d'Apollon et la devise du roi Nec pluribus impar, et puis des perrons avaient été disposés, donc regardant à la fois sur le canal et sur la pièce d'eau, contrairement à ce que vous voyez ici où c'est uniquement frontal. Et donc ces décors, avec de nombreuses allégories,
associait le roi, comme c'était le cas aussi dans la demeure, à la figure d'Apollon. Ça se prêtait aussi particulièrement bien à ce décor de feux d'artifice et donc de soleil, de lumière, etc. Mais ce qui était le plus impressionnant dans ce décor, c'était pas finalement les architectures fixes qui étaient illuminées sur les côtés, mais la très grande machine qui avait été dressée au centre du canal, donc sur des bateaux, et ce que vous avez ici, et qui devait avancer au fur et à mesure que se déroulait le feu d'artifice, jusqu'à s'immobiliser à la tête du canal pour tirer un très grand feu d'artifice. Et cette machine était extraordinaire. Alors oui, petite anecdote quand même qu'on oublie, à ce moment-là, Charles Perrault était, donc le poète, était le secrétaire en quelque sorte de Colbert au bâtiment, et c'est lui, avec Lebrun, qui ont organisé ce feu d'artifice. Donc en fait, Charles Perrault, c'est lui qui a donné, et on a dans les archives plusieurs lettres, l'ordonnance du feu d'artifice pour les artificiers, et a certainement discuté du décor avec Lebrun puisqu'ils étaient assez proches. Et donc cette machine extraordinaire que vous avez ici, avec une représentation qui n'est pas vraiment exacte, était supportée par un très grand dragon, les ailes déployées, qui vomissait du feu et qui était entièrement écrasé par 2 rouleaux d'architecture, un bas-relief et puis cet obélisque qui reprend vraiment la forme finalement du premier décor que je vous ai montré tout à l'heure. Et tout ce décor avait un sens assez riche. Donc on voyait, le dragon symbolisait l'envie, donc plutôt l'envie des puissances étrangères, c'est la thématique qu'on retrouvera dans la Grande Galerie de Versailles. Sur les rouleaux étaient disposés d'un côté Pallas, de l'autre côté Hercule, donc les figures de la guerre et de la force. À leurs pieds, ici, vous aviez des figures de captifs ou de vaincus, entourés d'amour, en fait, ici, qui étaient en train de les enchaîner avec des guirlandes de fleurs, parce que Louis XIV était quand même très clément, enfin, dans le discours allégorique. Sur le piédestal, un bas-relief fin qui représentait le passage du Rhin, donc Louis XIV franchissant le Rhin. Et si vous remarquez ici, vous avez 2 figures qui sont comme écrasées par les rouleaux, qui sont ici l'aigle, donc c'est l'aigle de l'Empire, et de l'autre côté le lion espagnol. Donc c'est pour montrer évidemment que le roi a assujetti les puissances entourant la France et dominant le tout, l'obélisque, avec à son sommet un soleil rayonnant. Et donc là, c'est évidemment le symbole du roi qui domine l'ensemble. Alors, quelques détails ici de ce décor, que vous verrez peut-être un petit peu mieux, qui est assez riche. C'est à la même période, Lebrun peint aussi à Versailles le décor de l'escalier des ambassadeurs. Enfin, il commence juste, et on va retrouver, par exemple, le bas-relief du passage du Rhin sera au plafond de l'escalier des ambassadeurs. Les figures de l'aigle et du lion vont se retrouver dans les tapisseries feintes, complètement emprisonnées dans des rinceaux. Donc en fait, il y a toujours un jeu. Lebrun reprend, au moment où il travaille sur ces décors éphémères, des éléments de ces décors pérennes. Et donc cette fête, finalement, n'a pas été un grand succès, parce qu'on sait par les archives, et notamment une lettre, enfin un mémoire de Charles Perrault, que énormément de parties du feu d'artifice se sont très mal passées,
même si la relation officielle gomme tout. Et donc, la machine qui était sur le canal, il y avait du vent, donc n'avançait pas. Les rameurs n'arrivaient pas à la faire avancer. Et puis, comme il y avait du vent, les toiles peintes ont pris feu. Et donc, tout est parti en fumée. Les rameurs ont été obligés de se jeter dans le canal et tout a fait fini en fumée. Donc, c'était voilà, un succès relatif. Mais c'était une expérience, d'ailleurs, qui n'a pas été renouvelée pour les fêtes, mais assez intéressante. Autre commande faite à Lebrun, et là, à nouveau, par un surintendant des finances, Colbert. C'est une fête, encore pour une réception du roi, dans son château de Sceaux, qu'il inaugurait en quelque sorte aussi par cette réception. Et on sait, même si on n'a pas d'image, que Lebrun a réalisé le décor pour Phèdre de Racine qui avait été donné dans l'orangerie de Sceaux. Donc on pense que c'est une orangerie-galerie qui correspond en fait à cette aile-là, et où il avait été monté à un théâtre éphémère. Et Lebrun donc a réalisé ce décor, et c'est le seul décor d'ailleurs de théâtre, certainement avec celui de Vaux-le-Vicomte, auquel Lebrun a participé. Donc je ne vais pas m'étendre dessus. Seconde partie, donc, qui est très intéressante parce que assez exceptionnelle, ce sont les fêtes ordonnées par Lebrun. Donc là, vous avez vu vraiment toutes les fêtes que Lebrun a exécutées pour le roi ou pour des ministres. Là, vous allez voir les fêtes qu'il a lui-même ordonnées à la Manufacture des Gobelins et à l'Académie royale de peinture. Donc je vais commencer par les fêtes de la Manufacture des Gobelins, parce que c'est celle qui commence en premier. Donc malheureusement, on n'a pas de... Pardon, je vais parler dans le micro. On n'a pas d'image des premières fêtes aux Gobelins, mais presque dès l'installation de la manufacture donc dans l'enceinte des Gobelins, Lebrun et une partie des artisans va ordonner des décors pour la fête Dieu. La fête Dieu consistait en fait à une procession avec donc le Saint-Sacrement qui était amené d'une église à une autre, et il y avait une halte et donc un reposoir qui était réalisé aux Gobelins. Et c'était l'occasion, un peu comme pour la réception du roi, de sortir les plus belles pièces. Et donc on sortait les tapisseries, on sortait l'argenterie à ce moment-là, autour du reposoir. Et on sait par des descriptions anciennes que c'était aussi une manière de louer le roi, qui était le protecteur donc, de Lebrun et la manufacture. Et donc autour du Saint-Sacrement étaient portées des torches avec les armes du roi. Et on sait aussi que sur le reposoir avaient pu être installés des tableaux à la gloire de Louis XIV. Je vais pas trop détailler. Je vais m'intéresser surtout aux fêtes dont on a des représentations. Donc, pour la Saint-Louis, en 1679, donc c'est vraiment le moment de grande gloire pour Lebrun. Il commence à exécuter la Galerie des Glaces. Il est vraiment extrêmement sollicité. Et il va exécuter donc un feu d'artifice aux Gobelins pour célébrer le roi. La Saint-Louis, c'est la fête du roi. On sait ça faisait plusieurs années déjà que la Saint-Louis était célébrée aux Gobelins, mais on n'en a pas de représentation. Donc pour l'année 1679, le mauvais temps, parce que la Saint-Louis c'est le 25 août, et là le mauvais temps a fait reporter le feu d'artifice au 27 août, donc 2 jours plus tard. À la Manufacture de Gobelins, on avait élevé un arc de triomphe, que vous voyez ici, qui est gravé par un des artisans des Gobelins, Sébastien Leclerc, un
un des grands graveurs du règne de Louis XIV, et avec toujours ce langage allégorique si cher à Lebrun et qui donne à cet arc un aspect vraiment magnifique. Donc là, l'idée, c'était de symboliser la paix nouvelle qui avait été conclue avec l'Espagne, et c'est cette alliance qui est représentée ici sous l'arche, avec l'alliance de la France et de l'Espagne, et au-dessus de l'arche, on voit apparaître ici des figures affligées qui sont en fait des représentations des vices, donc l'orgueil, l'ambition, la jalousie et l'envie, donc c'est évidemment ceux des puissances étrangères, et puis là les vertus donc, du roi, la valeur, la sagesse, la justice et l'abondance qui soutiennent la couronne. Au moment où le feu d'artifice se déroule, on sait qu'apparaît un grand soleil rayonnant qui a été ici figuré sur l'estampe. Et la fin du feu d'artifice terminait par la destruction ici des vices, donc qui étaient des toiles peintes qui donc brûlaient et partaient en fumée, et donc ne restaient plus qu'au centre, dominé par un soleil rayonnant, les vertus du roi et la couronne. Donc c'était vraiment pour montrer, affirmer la puissance du roi. Et on voit comment Lebrun d'ailleurs joue du décor dans ses spectacles, enfin dans ses représentations, et l'adapte vraiment assez bien au type même du spectacle. Quelques années plus tard, c'est la naissance du duc de Bourgogne, donc petit-fils de Louis XIV, qui avait l'occasion d'un nouveau décor, de feux d'artifice au Gobelin. Il a fallu plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour que ce décor soit exécuté. Donc l'estampe est toujours due à Sébastien Leclerc, qui était très proche de Lebrun. Et Sébastien Leclerc nous donne ici à voir cette architecture qui représente le temple de l'immortalité, puisque avec la naissance d'un petit-fils, on avait l'impression que justement cette dynastie allait être immortelle. Et donc Lebrun prévoit un décor encore extrêmement riche pour célébrer cette naissance. Il faut savoir que la plupart des grands corps de métiers, les académies, les villes ont célébré cette naissance. Donc les Gobelins, c'est vraiment une institution parmi d'autres à célébrer cette naissance. Et les gazettes à ce moment-là ne sont presque que des successions de descriptions des fêtes données par les différentes institutions. Et d'ailleurs, cette estampe, comme la précédente, ont été fournies au Mercure de France, donc, au Mercure Galant, qui est une des principales gazettes de l'époque. Et donc les gens pouvaient, dans la France entière et même à l'étranger, avoir la description du décor avec l'estampe à côté. Et donc ça permettait d'avoir vraiment une idée de cette fête. Donc ce temple de l'immortalité était gardé en bas par Hercule, vous avez ici donc, sous forme de statue, et de l'autre côté Minerve. Au centre, ici, au niveau du fronton, figurait le dauphin, donc le père du duc de Bourgogne, avec les armes de France, et au-dessus, Louis XIV, un petit peu comme une espèce de généalogie. Et enfin, dominant l'obélisque, on avait la figure de la gloire immortelle. Comme à son habitude, Lebrun avait enrichi ce décor d'allégories. Donc on avait encore des vertus dont je ne me souviens plus, la justice et la piété à chaque extrémité, et puis des ovales ici et ici qui représentaient à nouveau Hercule se reposant après ses travaux et Minerve terrassant les vices. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que les almanachs de l'époque
donnait à voir dans des petits médaillons les fêtes qui avaient été données à Paris, en province, pour célébrer cette naissance. Et donc là, on a une vue avec le feu d'artifice, donc il devait être assez extraordinaire. Alors je ne sais pas très bien comment c'était organisé, parce que vous voyez ici que de chaque côté avaient été tendues pour l'occasion les productions des Gobelins, donc là les tentures de l'histoire du roi, et qui étaient mises en parallèle avec les tentures de l'histoire d'Alexandre. Donc il y avait aussi l'idée de mettre le roi dans une espèce de continuité, comme ça, une tradition depuis l'Antiquité, donc de Alexandre, une espèce de parallèle, Alexandre Louis XIV, à travers cette disposition. Alors je vais passer rapidement. En fait, tout ça pour dire que pour cette naissance, les artistes de la Galerie du Louvre vont aussi ordonner un décor particulier, et que le parallèle est assez amusant puisqu'on on retrouve presque les mêmes décors de l'un à l'autre. Vous avez bien Hercule et Minerve, avec ici la figure du dauphin, de l'autre côté, enfin en haut, pardon, la figure du roi, et puis au sommet une gloire immortelle. Donc est-ce que les artistes ont travaillé ensemble? Est-ce qu'il y a eu une réutilisation parce que c'était des décors qu'il fallait exécuter rapidement? On n'en sait rien, mais c'est assez drôle de voir qu'entre les artistes des Gobelins et les artistes du Louvre, en tout cas, il y a vraiment un écho dans les représentations. Alors, un des décors, si ce n'est le décor le plus extraordinaire qui a été exécuté par Lebrun, c'est un décor finalement qu'il a lui-même ordonné, et c'est celui de la pompe funèbre du chancelier-Séguier. Donc vous vous souvenez, au début de la conférence, je vous ai présenté le chancelier-Séguier à cheval pour l'entrée du roi. Donc le chancelier-Séguier, c'était le protecteur, le premier protecteur de Lebrun, celui qui lui a permis de faire le voyage à Rome, de voir les Antiques, certainement celui qui l'a présenté à Colbert, qui lui a permis de travailler pour le roi, le protecteur de l'Académie royale de peinture, parce que c'est grâce à Séguier aussi que l'Académie royale de peinture a pu avoir ses statuts. Et au moment où il meurt, en 1772, évidemment, Séguier est toujours le protecteur de l'Académie de peinture, et donc Lebrun décide d'organiser une très grande pompe funèbre. Donc Séguier meurt en janvier, le 31 janvier je crois, et vous voyez que la pompe funèbre n'a lieu que le 5 mai, puisqu'il a fallu un temps très important pour réaliser tout le décor. Donc l'église qui a été choisie, c'est l'église de l'Oratoire du Louvre, qui existe toujours, c'est un temple aujourd'hui. Au moment où Lebrun choisit cette église, elle n'est pas tout à fait terminée, mais elle a l'avantage d'être à côté de l'Académie royale de peinture, puisque à ce moment-là, l'Académie royale de peinture se situait au Palais Royal, donc le temple de l'Oratoire est rue Saint-Honoré, juste à côté. Et en plus, Pierre Séguier avait une chapelle dans cette église, donc il y avait en plus un lien direct avec la personne qu'on célébrait. Donc Lebrun ordonne cette extraordinaire pompe funèbre qui va être payée entièrement par les membres de l'Académie. C'est-à-dire qu'il va demander à ce que tous les peintres versent une sorte de cotisation pour pouvoir financer ce décor. Ça va créer quelques tensions, parce que certains vont dire que c'est le protecteur de Lebrun et donc eux n'ont pas à payer, etc. Donc c'est assez amusant de voir aussi les histoires au sein de l'Académie. Mais en tout cas, les peintres, une partie va travailler gratuitement à ce décor. Et il n'y a pas seulement les peintres, je me trompe, il y a aussi les sculpteurs, puisque vous voyez qu'une partie du mausolée au centre est constituée de sculptures. Alors c'était des sculptures qui étaient en plâtre, habillées et peintes. Et pareil pour les figures, vous avez ici sur la tribune ou soutenant la pyramide de lumière.
Donc c'est un décor extrêmement fastueux. Si je vous ai mis en parallèle une vue du temple de l'Oratoire qui n'a pas beaucoup changé depuis le XVIIe siècle, avec le décor ordonné par Lebrun, on voit que chaque partie de l'édifice avait été transformée pour servir un discours à la gloire de Séguier. À tel point que ici, toute la frise lisse, en fait, était peinte jusque même aux parties ici de la voûte qui étaient peintes des armes de Séguier. Donc un décor extrêmement riche que Lebrun avait ordonné. Au centre de l'église, était élevé un mausolée avec entouré de 4 figures de mort, donc c'est celle-ci dont vous avez le détail, et ces figures de mort étaient assises et tenaient des masses brisées, entourées de cyprès, et assises souvent ou tenant les dignités du chancelier, donc la cassette des sceaux, vous aviez le mortier, la couronne ducale, et c'était pour montrer finalement que la mort triomphe de tout. Donc toute la partie basse de l'église avait le même discours, c'était le triomphe de la mort, et donc vous voyez ce décor extrêmement lugubre. Là, un détail du mausolée, avec en bas les figures des arts éplorés, donc pleurant la mort du chancelier, et puis là, les vertus du chancelier soutenant le tombeau. Sur les parois, alors oui, voilà les allégories, donc la fidélité, la science, la piété et la justice soutenant le tombeau. Et sur les parois, Lebrun avait fait exécuter un cycle de peintures, de 13 peintures, retraçant la vie du chancelier, et qui était entouré, on le voit à peine ici, mais de figures de mort ou de chauves-souris, pour rappeler donc le triomphe de la mort. Et autour, vous aviez des amours des arts, alors c'est ces petites figures qu'on voit à peine, qui soutenaient les armes du chancelier et des devises qui avaient été exécutées par des membres de la petite académie pour cette occasion. Donc ça indique, on pourrait passer des heures finalement sur cette fête. À ce mausolée donc, où la mort triomphait, répondait, et ça c'est vraiment assez incroyable parce que dans la plupart des pompes funèbres de l'époque, on n'a pas de mausolée comme ça en 2 parties. Donc là, vous voyez que toute la chapelle ardente, avec donc cette pyramide de lumière, était suspendue au plafond. Et Lebrun avait fait en sorte qu'elle soit comme portée par les génies des arts, si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire de bêtises. C'est ça. Donc vous aviez l'éloquence, la poésie, la peinture et la sculpture qui soutenaient cette pyramide de lumière, avec au sommet 4 enfants représentant les génies des vertus du défunt, donc la vérité, la justice, la science et la fidélité. Donc on avait vraiment un écho, donc ça reprenait les figures qui soutenaient le tombeau. Et puis cette urne ici, allumée avec la fumée s'élevant au plafond, qui symbolisait en fait l'âme du chancelier s'élevant au ciel. Et enfin, au-dessus, ici, une figure de l'immortalité qui tenait un sceptre et un bouclier sur lequel était le nom du chancelier. Donc c'était pour montrer finalement que les arts, ici, soutenant la pyramide, et les vertus permettaient au chancelier d'accéder au ciel. Donc c'était un décor extrêmement éloquent, pensé par Lebrun, et qui faisait écho évidemment au discours, au sermon
du père Soinin, du père Béné, qui avait été construit en fonction du décor. Et alors quand on lit, parce qu'il a été imprimé ce sermon, l'oraison funèbre, pardon, c'est assez amusant parce qu'il indique, comme vous le voyez dans tel tableau, donc en fait, au moment où se déroule la cérémonie, on avait vraiment un écho entre les paroles prononcées et le décor qui avait été exécuté dans l'église. Lebrun avait demandé à Lully de venir avec la musique du roi. Donc on sait qu'il y avait 120 musiciens qui étaient là et qui ont donné le fameux Miserere de Lully pour cette cérémonie. Et c'est Madame de Sévigné qui dit que à cette occasion, puisqu'on a une lettre qui parle de cette cérémonie, il n'y a pas d'autre musique dans le ciel. Et donc, elle dit que les yeux étaient pleins de larmes, et donc c'était vraiment une réussite. Elle dit qu'elle n'avait jamais rien vu de plus beau. Et donc, vraiment une œuvre d'art totale, avec à la fois la musique, la peinture, l'éloquence qui étaient réunies en hommage à Séguier. Et je pense que même la pompe funèbre de Louis XIV était moins réussie que ce décor qui avait été ordonné par les peintres et payé entièrement par les peintres. On sait même que Lebrun a donné pas mal d'argent pour payer lui-même les musiciens. Lully, certainement, ne s'est pas fait payer, puisqu'on n'a pas de traces dans les comptes, donc il est venu gratuitement pour diriger la musique. Donc là, c'est vraiment l'un des décors les plus fastueux exécutés par Lebrun. Et alors là, je vous ai mis des esquisses qui ont été retrouvées, qui permettent de voir à quoi ressemblaient ces peintures qui étaient en camailleux dans l'église et retraçant la vie du chancelier. Donc ces dessins sont conservés ici à l'école des Beaux-Arts à Paris, et c'était en forme d'octogone. Là vous voyez le chancelier Séguier distribuant des pensions. Et ce qui résume parfaitement l'idée de cette cérémonie, c'est ce cadre allégorique que Lebrun avait conçu et qui a été gravé, et qui montre ici un portrait du chancelier Séguier entouré d'une figure de l'Académie. Vous voyez ici qui tient ses pinceaux et une palette. De l'autre côté, de la gratitude. Et ici, les génies des arts qui sont en train d'un côté de lier les mains de la mort et de l'autre côté de plumer les ailes du temps. Donc c'était vraiment pour montrer finalement que les arts triomphent de la mort et rendent par leur pouvoir les gens immortels. Donc c'était vraiment l'une des ambitions de Lebrun à travers son art, c'était aussi de rendre les gens immortels. Le dernier décor enfin exécuté par Lebrun, c'est un décor qu'il a lui-même ordonné, et toujours dans l'église de l'Oratoire, mais cette fois pour l'un de ses plus grands protecteurs qui est le roi. En 1687, Louis XIV se remet juste de sa fameuse opération de la fistule et donc se rétablit d'une dangereuse maladie. Donc toute la France célèbre le rétablissement du roi, et Lebrun, qui a été quelque peu évincé des Gobelins à cause d'une semi-disgrâce, puisque Colbert est mort en 83, et depuis la mort de Colbert, celui qui l'a remplacé, Louvois, n'aimant pas trop Lebrun, ne lui confie plus vraiment d'ouvrage. Et donc Lebrun revient en 1687 à la tête de l'Académie, où il est toujours très important, pour ordonner à nouveau une importante cérémonie en hommage à son protecteur, le roi. Donc cette action de grâce, malheureusement, on n'a pas de belles gravures comme celle que vous avez vue de Sébastien Leclerc pour la pompe funèbre de Séguier. On a juste ce petit médaillon modeste d'un almanach encore, qui donne une vue quand même certainement assez recomposée du décor
de cette action de grâce. À nouveau, ce sont les peintres et les sculpteurs et les graveurs de l'Académie qui financent ce décor sous la direction de Lebrun. Et Lebrun, pour l'une des rares fois, va lui-même travailler à certaines peintures qui malheureusement ont été perdues, même si elles avaient été conservées par l'Académie. Mais on sait que, en fait, quelques années plus tard, dans les inventaires, on voit qu'elles sont pourries. Et donc, voilà, elles ont été détruites parce que l'humidité, si ce n'était pas conservé dans de bonnes conditions, permettait pas à ces œuvres de survivre. Donc là, je vous ai mis un plan de l'oratoire à l'époque. Donc à l'époque, c'est uniquement les parties noires parce que le portail n'était pas achevé. Et donc, Lebrun avait ordonné un décor qui, cette fois, enfin comme à son habitude, reprenant les circonstances du temps. Donc là, après le rétablissement du roi, on voulait montrer que c'était en quelque sorte la providence divine qui protégeait le roi, et en partie grâce à sa révocation de l'édit de Nantes quelques années plus tôt. Donc c'est vraiment un triomphe de la religion qui va être représenté dans cette église en 1687. Donc à l'entrée, un grand tableau composé donc, de cette toile conservée du portrait de Louis XIV, protecteur des arts, était entouré. Donc il faut imaginer, c'est juste un modeste dessin, mais il faut imaginer une peinture entourant ce portrait qui représentait la providence divine avec des anges protégeant le roi dans son grand manteau. Donc c'était la figure qui était posée sur la tribune, un petit peu comme si le roi, qui n'était pas là, assistait en fait à la cérémonie. En dessous de ce portrait, on avait représenté, et on le connaît la composition par un dessin, les actions de grâce pour la guérison du roi, où on voyait ici des anges qui étaient en train de détruire ou chasser d'autres allégories. Alors, je ne me rappelle plus exactement lesquelles, mais c'était lié à la maladie du roi, etc. Et la figure de la France avec le peuple donc, qui remercie de la sauvegarde du roi. Et enfin, de l'autre côté de l'église, donc juste devant le chœur, figurait une représentation de la religion sur des nuages, surmontant ici les allégories de la vérité et de la foi, triomphant de l'hérésie et de l'impiété. Donc c'est conservé en deux dessins parce qu'en fait ces toiles avaient été peintes séparément. Mais si on recompose les deux, on avait une composition qui ressemblait à peu près ça, qui montrait donc l'Église victorieuse de l'hérésie et qui rappelait la révocation de l'édit de Nantes. Et une grande partie du discours développé par Lebrun dans cette cérémonie montrait le roi protecteur de la religion. Vous le voyez ici, donc un portrait du roi, peut-être plus en détail là, le portrait du roi, donc comme sur un bouclier tenu par la religion. Et Lebrun avait développé donc dans des tableaux disposés sur toute la nef les grandes actions du roi en faveur de la religion, qui étaient dans des octogones, exactement comme pour la pompe funèbre de Séguier, et accompagnés de bas-reliefs fins qui, eux, faisaient allusion à la fois à la guerre, à la fois à la paix et la prospérité, en fait, différentes actions du roi, et qui étaient tirées des médailles de Louis XIV. Et ça, on peut vraiment retrouver toutes les médailles qui avaient été utilisées, qui avaient servi de modèle pour le décor de cette action de grâce. On a seulement ici une composition conservée par un dessin qui montre les missions dans les pays les plus éloignés
et où on voit ici un prêtre en train de convertir les Indiens d'Amérique. Donc c'est vraiment l'idée de montrer comment le roi va par ses actions. Ici vous avez le bateau avec les armes de France, le fleur de lys, donc les actions du roi en faveur de la religion. Et ces tableaux étaient accompagnés de poèmes en vers de Philippe Quinault. Et donc ça c'est assez amusant. Philippe Quinault, vous savez, c'est le librettiste des opéras de Lully, qui à la fin de sa vie décide de ne plus faire d'opéra, et certainement pour des raisons religieuses, et voulait, et c'était un ami de Lebrun, voulait décrire en vers la Galerie des Glaces. Finalement, il meurt avant, mais il va participer donc avec Lebrun à cette action de grâce et composer des poèmes en vers français dans l'Église, ce qui ne sera pas du coup de tout le monde, parce qu'on sait par exemple que le père Ménétrier, qui a travaillé à beaucoup de fêtes et de cérémonies, un jésuite, trouvait ça quand même un peu scandaleux qu'on mette des vers. Pour lui, on était un peu comme à l'opéra, en mettant des vers en français dans une église, c'était pas du tout convenable. Et cette fois, Lebrun ne fait pas appel à Lully, mais à Charpentier pour la musique. Donc encore un des grands musiciens qui travaille dans l'entourage du roi, qui va donner un Te Deum pour cette occasion. Le panégyrique est fait par le père Soinin, et là encore, comme pour la pompe funèbre, on a un renvoi aux différentes peintures qui étaient dans la nef, et donc une espèce de mise en action de ces peintures et de spectacle total avec cette cérémonie. Et c'est assez intéressant de voir que même à la fin de sa vie, lorsqu'on ne lui confie plus aucun décor, Lebrun, attaché au roi, reconnaissant aussi, va s'investir dans une cérémonie coûteuse en temps comme en argent pour célébrer le roi. On voit qu'il y a vraiment chez Lebrun un goût pour ce type d'œuvre où étaient réunis les différents arts, et pour ces œuvres de grande ampleur. Lebrun, c'est bien plus un peintre de grand décor qu'un peintre de chevalet, même si à la fin de sa vie il réalise un cycle sur la vie du Christ qui font partie, moi je trouve, de ses plus belles œuvres, notamment l'adoration des bergers du Louvre. Mais Lebrun, c'est vraiment le peintre des grandes entreprises, et à travers ses fêtes et cérémonies, on voit qu'il arrive à exprimer la multiplicité de ses talents, à réunir les arts et à faire vraiment, oui, des œuvres d'art total. Ce qui est aussi intéressant à travers, quand on étudie un peu ces fêtes et ces cérémonies dans les institutions qu'il a ordonnées, c'est qu'on se rend compte que Lebrun, bien loin d'être ce dictateur des arts, comme on l'a souvent dit, était plutôt apprécié. On imagine mal un artiste qui ordonne ces grandes machines, comme on les appelait à l'époque, coûteuses, sans que, évidemment, tout son entourage suive. Et on a aussi une confirmation de cela avec ce dessin et ces différentes estampes qui montrent le mets des Gobelins, puisque chaque année, pour honorer le Brun, les artisans et les artistes de la manufacture faisaient élever le 1er mai cette espèce de grand mât là, avec... Pardon ? Ah, d'accord. Faisait élever ce grand mât avec un arbre au sommet pour honorer leur protecteur, le Brun. Et on sait que par donc, notamment cette estampe où était vraiment
décrit le décor. Ce grand... J'insiste sur la là. J'espère qu'ils n'entendent pas la même chose. Donc, étaient représentées les armes de Lebrun avec la fleur de lys et le soleil qui avait été concédé au roi. Qui avait été concédé, pardon, par le roi à Lebrun. Ah, et ça a coupé. Non, c'est bon. Donc voilà les fêtes des Gobelins qu'on faisait aussi en hommage à Lebrun et qui traduit un petit peu cette ambiance finalement de la manufacture et de ces grandes institutions à l'époque où se côtoyaient de nombreux artistes. Autre élément aussi un peu révélateur de la manière de Lebrun, on sait que dans sa maison de Montmorency, qu'il avait une maison, donc c'était sa maison de Plaisance à côté de Paris. Alors c'est un récit un peu postérieur, donc on ne sait pas si on peut lui prêter autant de crédit, mais il avait fait déguiser le fils de son jardinier en amour et lui avait fait apporter à l'un de ses amis qui savait dans le besoin une bague ornée d'une pierre précieuse en disant que c'était Vénus qui venait lui offrir ce présent. Et donc c'est, voilà, je trouve que ces fêtes, ces cérémonies, cette manière d'essayer d'embellir et de rendre hommage à ses protecteurs sont assez révélateurs de la personnalité de Lebrun et de son art. Voilà, je vous remercie. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Ou... Oui, peut-être. Merci Madame, en tous les cas, de nous avoir fait découvrir l'extraordinaire, enfin la magnificence de toutes ces fêtes. Et surtout, c'est intéressant parce que vous avez présenté une très riche iconographie. C'est vrai qu'on peut connaître ces tableaux, mais on a plus difficilement, enfin, nous, néophytes, accès à ces images. Donc c'était très intéressant pour cela. Avez-vous des questions à poser alors? Là, je l'ai pas sous la main. Est-ce qu'on a pu retrouver et conserver des éléments, des décors éphémères qui par nature, naturellement, devaient disparaître, mais on a peut-être retrouvé certains décors? Non, malheureusement, rien n'a été conservé, en fait. Même, par exemple, l'arc pour l'entrée du roi, on sait que la ville avait demandé à conserver les toiles, mais elles ont disparu. Alors, est-ce que c'est dans l'incendie de l'hôtel de ville? Est-ce que ça avait déjà disparu avant? C'est difficile de savoir, mais... Je vais faire... Oui, allez-y. Est-ce que c'est Charles Lebrun qui a créé, unifié les décors, ou ça existait 100 ans avant, ça existait 100 ans après? Quel décor Dans le principe de faire des décors... Ah non, ça c'est assez ancien finalement. Les décors d'entrée royale, les pompes funèbres par contre en France étaient extrêmement récentes. C'est-à-dire que la pompe funèbre de Séguier c'est l'une des premières machines funèbres, comme on disait à l'époque, en France. Sinon on avait simplement une chapelle ardente, ça vient plutôt d'Italie et des jésuites. Mais sinon après on avait l'habitude de faire des décors, rarement aussi... on va dire rechercher dans la manière d'associer le fond et la forme, pour simplifier vraiment. C'est vraiment la particularité de Lebrun de savoir à la fois associer l'architecture et la rendre éloquente. Voilà. Est-ce qu'on sait qui assistait à ces fêtes? Est-ce que c'était la cour? Parce que l'Europe n'y était pas, donc on faisait quand même beaucoup de cérémonies. Il fallait que ce soit relaté par quelqu'un. Est-ce que c'était la cour? Est-ce que c'était des gens importants? Est-ce que c'était des artistes? Vous avez parlé notamment des autres artistes. Finalement, qui en profitait? Alors c'est assez variable. Pour les fêtes de l'Académie, par exemple, il y avait des billets qui étaient distribués, parce qu'on avait toujours très très peur de la cohue et des bousculades. Mais on sait que l'église était ouverte plusieurs jours avant pour que le public puisse voir, même ceux qui n'étaient pas invités à la cérémonie.
Donc là, j'imagine que n'importe qui pouvait, c'était gardé par les Suisses et n'importe qui pouvait rentrer et voir le décor. Mais la cérémonie elle-même, c'était sur billet, c'était sur invitation. Pour le chancelier Séguier, le roi n'y était pas, mais on sait que monsieur a fait repousser la cérémonie pour pouvoir y assister. Donc il y avait quand même une espèce de curiosité pour ces décors qui étaient exceptionnels et ces cérémonies qui étaient exceptionnelles. L'Action de grâce, on a moins de documents, mais c'est pareil, c'était sur invitation. Donc il y avait les artistes, mais il y avait aussi une partie de la cour et, qui vivait à Paris et qui venait assister à ces cérémonies. Auriez-vous la gentillesse de revenir sur l'illustration du chancelier Séguier, la dernière qui le concernait? Il y a un petit détail, oui, ceci. Il y a un détail qui est assez curieux en bas. C'est quoi? C'est un hibou? C'est oui. Un renard? C'est quoi? C'est un hibou. C'est un hibou qui tient un cartouche. Je pense que cette estampe, elle avait été faite au départ pour le livre de fête. Et finalement, le livre de fête n'a jamais été édité. Mais par contre, on a une description extrêmement précise par Félibien, l'historiographe du roi, de la cérémonie. Et plusieurs estampes comme ça, qui n'ont jamais été réunies, mais par Audran. Donc on a les figures de mort au pied. Et donc cette estampe qui reprend un cadre allégorique devait certainement servir pour le livre de fête de frontispice. Et donc le hibou, en fait, c'était une partie du décor, comme les têtes de mort ou les chauves-souris. Ça renvoie à la mort parce que ça renvoie à la nuit, en fait. D'accord, parce que dans ce genre de décor assez classique, c'était assez peu. Ah oui, mais ceci dit, pour les pompes funèbres, il y a des bizarreries souvent comme ça, parce que... La deuxième chose que je voulais vous demander, dans toutes ces architectures éphémères, c'était en grisaille ou c'était polychromé? Alors ça dépend. Souvent, ça imitait les matériaux nobles. Donc, là, par exemple, le cadre fin, ça imitait tout simplement la peinture. Mais sinon, ça imitait le porphyre, le marbre, l'or. En fait, comme un décor de théâtre qui imite le réel. Donc, surtout pour les architectures, on avait tous les matériaux les plus précieux et ça devait être assez flashy. Quand on a les descriptions, c'était très coloré. En général, il fallait combien de temps pour faire ce décor? Alors, et est-ce qu'on les gardait ou est-ce qu'on les enlevait assez rapidement? Alors, ça dépend des décors. Certains pouvaient prendre plusieurs mois parce qu'il fallait d'abord construire toutes les structures en bois et puis ensuite il fallait peindre parfois ça dépend des décors, mais des dizaines de mètres de toile. Donc ça prenait un temps très conséquent et puis ensuite les fixer. Donc on sait par exemple que pour l'entrée du roi, presque un mois avant, ils montent les structures en bois, je crois, et après ils attendent juste 2 jours avant pour pas que ce soit abîmé pour les tendre. Et presque aussitôt c'était démonté. Et de toute façon, ça ne pouvait pas être conservé parce que c'était des matériaux périssables. Donc, oui, c'est très dommage. Mais... Merci. C'était la même question. Ah bon, d'accord. Plus de questions? Alors écoutez, merci d'avoir honoré Charles Lebrun par votre présence. Alors simplement une petite information, notre prochaine conférence aura lieu le 10 octobre sur les orgues. Donc et pour les adhérents, cette journée que nous organisons donc le 14 octobre pour aller dans plusieurs églises écouter des concerts. Simplement, la conférence, notez-le bien, aura lieu exceptionnellement à 17h45 et sera un petit peu plus long que d'habitude parce que vous aurez l'écoute de morceaux de musique, donc d'extraits d'orgue
cette conférence aura lieu dans la salle Jacqueline de Romilly, donc, qui se trouve au rez-de-chaussée dans l'ancien tribunal d'instance de la mairie. Donc un lieu un petit peu inhabituel pour nous. Merci de votre présence et merci madame. Oui, alors allez-y Catherine. La visite au Gobelin est très très intéressante. Sur l'exposition, sur le décor créé sous Louis XIV. Oui, à l'entrée, tout à fait. Oui, c'est vrai que j'en avais pas mis là, bon. De cette conférence, écoutez, vraiment, moi j'ai trouvé, vous avez une iconographie, parce que ça on ne connaît pas tous ces décors. Oui, c'est moins connu que les peintures, donc je trouve que... En fait, JR, vous savez, celui qui a décoré le Louvre, etc., il n'a fait que réinventer ce qui se faisait à l'époque. Vous n'avez pas vu ça? Non, j'ai pas vu. C'était un an, ça. Ah oui, non, pas du tout. Oui, mais alors, comment c'est réalisé? C'est du papier. C'est du papier? Ouais. C'est du papier, d'accord. Ouais, ça a duré 3 jours au Louvre, et ils ont positionné plein de bouts de papier qui fait un trompe-l'œil géant et qui donne l'impression que la pyramide est enfoncée dans une... C'est vrai. Une espèce de nuage. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour madame, merci beaucoup pour votre conférence. Juste je m'en rappelle plus, il faut appuyer. Je ne pouvais pas prévoir la date du décès, donc ça a eu combien de temps après? Il est mort, je crois, le 31 janvier et ça a eu lieu le 5 mai. Parce que les décors, ça se fait pas en un mois. Non, ça s'est fait en plusieurs mois, en 3 mois, je crois, en fait. Février, mars, avril. Oui, c'était fini en avril et finalement,